forcément, il faut avoir une base arrière solide qui nourrit, qui finance, qui protège. Est-ce qu'il n'est pas temps de ressortir au grand jour la question des bases arrières des terroristes qui attaquent le Mali? Oui, vous avez parlé tantôt de l'ampleur du nombre des attaquants et des moyens. Les moyens, c'est les plus faciles à trouver. Il suffit de faire tourner la planche à billets à Chamalières et puis c'est réglé. Ça ne demande aucun moyen, c'est gratuit. C'est le CFA. On fait tourner la planche à billets et on leur donne. Ça ne coûte rien. Les armes, les drones même avec lesquels ils font des attentats là-bas, ça vient d'où? Mais vous n'êtes pas sans savoir. Parce qu'aujourd'hui, rien n'est isolé. Hein. Tout est lié. Tous les problèmes de sécurité du monde sont liés. N'oubliez pas qu'il y a des pays qui refusent obstinément que la guerre d'Ukraine finisse. Pourquoi? Parce que ces pays, grâce à la guerre d'Ukraine, mobilisent des fonds colossaux, soi-disant, pour donner à l'Ukraine, alors que ces fonds colossaux et les armements donnés à l'Ukraine sont déviés pour venir conquérir l'Afrique. Les bases arrières, mais justement, quels sont les pays africains qui hébergent de soi-disant ambassades terroristes ukrainiennes? Il faut aller chercher là-bas. Donc les bases arrières, je ne veux pas citer des pays, mais on sait d'où ils viennent. On te dit que, d'abord, on dit Azawad, le FLA, le Front de libération de l'Azawad. J'ai vu toute une foule de prisonniers de guerre, c'est-à-dire que des gens qu'on a arrêtés. Quand tu regardes dedans, tu vois combien de Touaregs. Les Touaregs, on les connaît, ils ont la peau claire. Peut-être tu trouveras, moi j'ai regardé, hein, peut-être je vois mal, mais sur ces centaines, peut-être tu trouveras 10 Touaregs. Le reste vient d'où? On dit que la plupart parlaient anglais. Ah, comment? Ils parlent anglais. Ils sortent d'où? Ils parlent anglais. Tu regardes au nord du Mali, il n'y a pas un pays anglophone, c'est des pays arabophones. Tu regardes au sud du Mali, il y a des pays anglophones. Mais quand tu vois le physique des gens, ce n'est quand même pas les côtiers anglophones, parce que nous, les côtiers anglophones, on est tous ronds comme toi, comme lui, comme moi. On n'est pas maigrichons. Donc, probablement, on est allé jusqu'au Darfour pour recruter. Parce que le Darfour, c'est le pays où les pays du Golfe, les Émirats, financent des massacres contre les Noirs pour s'approprier leur or. Parce que ce n'est pas seulement les Blancs qui nous volent. Si nous avons peur de dire les choses comme elles se passent, mais nous serons toujours perdants. Ce n'est pas seulement les Blancs. Donc, si les gens parlent anglais, probablement, quand tu regardes leur physique, ils ont plus de chances de venir du Darfour que du Nigeria, du Ghana, de la Sierra Leone ou du Libéria. Parce que ces gens-là, physiquement, quand tu les vois, on sait à peu près qui c'est. Donc, l'argent est là, gratis. Le recrutement, on va recruter de pauvres gars qui ne savent absolument rien de la géopolitique. Parmi eux, beaucoup sont arrivés à Bamako pour la première fois dans leur vie. Beaucoup, parmi eux, ne peuvent pas sur une carte dire c'est ça le Mali et c'est ça Bamako. On les a recrutés avec des promesses, on les a amenés et on les a largués. Maintenant, la seule question qu'on pose partout dans le monde, quand il y a un crime, à qui profite le crime? Ils ont attaqué où et où? En réalité, ils ont fait des attaques éparpillées. Ça ne veut pas dire qu'ils visaient à prendre toutes ces villes qu'ils ont attaquées. Ils voulaient faire diversion, mais en ayant pour objectif de prendre quelque chose quand même. Kidal, je dis Kidal, le camp Kati. Mais n'oubliez pas que le terroriste français, il s'appelle quoi, Visilier ou machin, c'est là-bas qu'il est retenu, hein, il est à Kati, hein, le terroriste il est là-bas. Donc maintenant, si on déverse toute une foule de terroristes là-bas, ce n'est pas exclu que ce soit dans l'intention de le libérer. Entre terroristes, la coopération est automatique. Maintenant, on dit qu'ils ont pris Kidal. Mais ils n'ont pas pris Kidal, parce que Kidal est la terre promise par Sarkozy aux terroristes Touaregs. Je précise bien terroristes Touaregs parce que les Touaregs sont un peuple
qui vivent sur cette terre depuis des siècles en bonne intelligence avec le reste des habitants du Sahel. Maintenant, les terroristes Touaregs, initiés par Sarkozy pour assassiner Kadhafi, vous m'aidez à tuer Kadhafi et moi je vous donne la Zawad. Donc, à partir de ce moment, ces Touaregs croient que la Zawad est leur terre promise. Les terres promises, on en connaît, hein, mais quand même, si la Bible nous dit que Dieu a promis une terre à quelqu'un, ce n'est pas pour ça qu'un taulard, hein, un petit voyou, un taulard, un mafieux va promettre la terre sainte du Mali à des bandes armées terroristes comme terre promise. Donc, il n'y aura pas de terre promise. Luc Abaki, voilà. Ça fait quand même plusieurs semaines que certains médias, même occidentaux, annonçaient la synchronisation entre les groupes terroristes, les rebelles de libération de l'Azawad et même des hommes politiques maliens. C'était dit publiquement sur certains médias. Ça veut dire que, est-ce que Bamako n'a pas pris cette menace au sérieux? Qu'est-ce qui s'est passé? Les terroristes ont utilisé des moyens nouveaux qui ont suppli l'armée malienne. Je vais peut-être répondre à cette question, mais je reviens sur cette histoire de base arrière et tout ça. Il faut aussi tenir compte d'un élément qui est important. Le Mali, c'est 1 240 000 km². C'est très vaste. Avec une densité qui n'est pas aussi grande, à peine 22 ou 23 millions de personnes, avec une concentration dans les agglomérations, c'est-à-dire dans des villes, etc., etc. Donc, ça veut dire qu'il y a suffisamment d'espace où on peut manigancer des choses qui puissent échapper, évidemment, à la vigilance, justement, de l'armée malienne, même si elle est en train de s'équiper un temps soit peu, parce que là, la priorité, c'est de sécuriser, voyez-vous, là où il y a les grandes agglomérations et tout ça. Donc, ils ont le temps de s'agglomérer dans des zones où il n'y a pas vraiment une grande surveillance, etc. Et puis vous savez que dans la frontière entre l'Algérie et le Mali, c'est une zone vraiment pratiquement de non-droit. Vous avez vu, lorsque le Mali avait commencé à mettre du sérieux dans la sécurisation de cette zone, on a tout de suite abattu son aéronef. Vous voyez, l'Algérie a protesté pour abattre justement son aéronef. C'était un moyen extrêmement efficace qui permettait justement de limiter autant que possible l'action des terroristes dans ces zones-là. Voyez. Donc, ça veut dire qu'on a handicapé exprès le Mali parce que on considère qu'avec ces moyens de bord, le Mali était sur le point vraiment de maintenir véritablement un niveau de sécurité assez élevé. Cela dit, ces genres de complicité, ces annonces, évidemment, montrent clairement que les manigances sont en réalité connues. Les officines, ce sont les officines en réalité qui fuitent ces genres d'informations pour que les gens comprennent que, mais ils ne donnent pas. Alors que le Mali est pris au sérieux ou non, ces genres d'opérations, mais ils ne peuvent que prendre au sérieux parce que le pays est en guerre. On a à la tête du pays une armée, en tout cas un régime militaire, dont la mission est justement d'extirper de tous les territoires maliens tous ces fauteurs de troubles-là. Donc ça veut dire que par nature, par essence, les gars sont déjà sur le pied de guerre, ils sont toujours aux aguets. Sauf que les moyens de bord dont ils disposent ne sont peut-être pas suffisants pour pouvoir avoir un niveau de sécurité bien résolu. De toutes les façons, nous avons la preuve. Je pense qu'il y a un communiqué qui est sorti il y a 2 ou 3 jours concernant Omar Maliko, qui, en tant que leader politique de l'opposition, qui était donc en exil en France, se retrouve au milieu des terroristes, soi-disant qu'il est allé pour rendre visite aux détenus. Vous voyez? Donc, c'est dire que le niveau de complicité avec les acteurs politiques, certains acteurs de la société civile, dont on connaît justement les sources de financement, etc., est assez élevé. Et on ne peut pas s'étonner de constater qu'il y ait des traîtres, y compris même parfois dans l'armée. Vous voyez? Donc, c'est clair que ce travail-là ne peut pas avoir l'adhésion pleine et entière de tout le monde. Mais ce qui est important, c'est de réussir à avoir une masse critique de citoyens maliens, aussi bien dans l'armée que dans la population, qui prend conscience de l'impératif pour chacun de contribuer à sécuriser le pays, à le stabiliser et à le construire.
c'est un chemin de longue haleine, comme l'a dit l'ambassadeur, parce que justement, les impérialistes sont là et ils ne vont pas démordre par rapport à leur détermination de faire échouer cette dynamique-là. Puisque c'est une dynamique qui risque de s'étendre au reste de l'Afrique. Si jamais le modèle imprimé aujourd'hui dans le Sahel venait à prospérer. Et non pas, en tout cas, ce modèle-là n'a pas d'autre choix que de prospérer parce que là, tous les citoyens d'Afrique savent que leur salut viendra précisément de cette nouvelle dynamique qui est amorcée par là. Alors,